Bonjour à tous, merci de vous être libérés très tôt ce matin, lundi matin. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à cette conférence et je vais introduire tout de suite Jean-Paul Delahaye qui est professeur émérite de l'Université de Lille 1 et qui est chercheur au laboratoire Cristal du CNRS. Donc il va nous parler de comment réussir une coopération, ce qui est quand même un thème qui devrait nous intéresser puisque tous nos projets sont en coopération. Donc on devrait pouvoir challenger les éléments. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour, donc je suis très heureux d'être ici pour vous parler de coopération. Plus exactement, je vais parler de modélisation de la coopération et des systèmes, des modèles mathématiques et des simulations qu'on peut réaliser pour questionner ces questions de coopération. Ce sont des travaux que nous menons à Lille avec mon ami Philippe Mathieu depuis des années. Enfin, nous ne sommes pas les seuls, hein. Il y a énormément de publications sur ces thèmes-là. Je vais vous présenter des choses un petit peu basiques qui donnent à réfléchir. Quand j'ai commencé à travailler sur ce thème-là, j'ai été étonné par, en quelque sorte, la pertinence des choses simples qu'on arrive à voir par simulation et parfois de l'étonnement que ces choses indubitables qu'on voit apparaître provoquent quand on comprend ce que ça signifie et qu'on interprète ça, je dirais, en langage de tous les jours. Alors, il s'agit de théorie des jeux. On va considérer des jeux à 2 joueurs, mais après, on va considérer plus de 2 joueurs, évidemment, puisque pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait des environnements qui soient composés d'un plus grand nombre de joueurs que 2. Et on va se concentrer sur un cas un petit peu particulier, mais qui est très significatif parce qu'il correspond vraiment à beaucoup de modélisation, à beaucoup de modèles qu'on rencontre réellement, je veux dire, dans la vie ou dans le monde biologique ou voire dans le monde économique, etc. Et on va parler de modèles. Alors, le modèle va être un petit peu simple, et puis de simulations. Et les simulations, elles, on les fait avec mon ami Philippe Mathieu assez massivement. Alors, il s'agit du fameux dilemme du prisonnier. Alors, je vais le présenter de plusieurs façons parce que c'est bien de comprendre les diverses interprétations qu'on peut donner. Donc voilà un exemple. Vous habitez un appartement et le locataire à côté de votre appartement passe des disques de hard rock le soir après 10 heures. Ça vous plaît pas, vous préférez les disques d'opéra, donc vous passez des disques d'opéra et puis il recommence, et puis de jour en jour, la situation est désagréable pour tout le monde. Soit les deux musiques se mêlent l'une à l'autre, c'est pas très bien insonorisé, soit il y en a un qui l'impose à l'autre et c'est agréable très peu pour celui qui se voit imposer une musique qu'il n'aime pas. Alors c'est une situation typique du dilemme itéré du prisonnier, qui a été étudiée, donc c'est la version itérée, à partir de 1981 ou un petit peu avant, par Robert Axelrod, qui est professeur de sciences politiques, et qui a donné lieu à énormément de commentaires et de travaux, dont certains, à notre avis, sont discutables, et je ferai des remarques en passant sur les aspects qu'on peut considérer comme discutables, des conclusions qui ont été souvent un petit peu trop vulgarisées et voire simplifiées. Alors, pourquoi ça s'appelle le dilemme des prisonniers, ou du prisonnier ? Donc la version non itérée, c'est la suivante. Il faut connaître l'origine du terme. C'est 2 suspects porteurs d'armes sont arrêtés devant une banque et mis dans 2 cellules séparées. Les 2 prisonniers ne peuvent pas communiquer et ils doivent choisir entre avouer qu'ils s'apprêtaient à commettre un hold-up, donc chacun choisit d'avouer ou de ne pas avouer, ou ne rien avouer. Le juge impose, si l'un avoue et pas l'autre, celui qui avoue sera libéré en remerciement de sa collaboration, et l'autre sera condamné à 5 ans de prison. Donc on va fixer des chiffres comme ça pour que ce soit un peu précis. Si aucun avoue, donc s'ils restent fidèles l'un à l'autre, en fait l'idée de la coopération, c'est qu'ils restent solidaires l'un à l'autre, donc c'est ça qu'on va appeler la coopération. Ils seront condamnés simplement à 2 ans de prison pour port illégal d'armes. Ils ont été pris quand même devant une banque avec des armes à la main. Et si les 2 avouent, là ils se seront fait avoir, ils iront 4 ans en prison chacun.
Voilà. Alors on peut représenter ça comme ça, par exemple. Alors il y a quelque chose qui est remarquable et qu'il faut comprendre, parce que sinon on ne voit pas qu'il y a un vrai problème. C'est qu'on peut faire un raisonnement, que je vais exposer tout de suite, qui est parfaitement rigoureux et qui conduit à une conclusion ferme et définitive. Il faut avouer pour en tirer le meilleur bénéfice. Alors voilà, donc je suis interrogé par le juge là, et il y a deux hypothèses. Ou bien mon ami va avouer, ou bien il ne va pas avouer. Alors s'il avoue, mon intérêt à moi, c'est d'avouer aussi, puisque je n'irai que 4 ans de prison au lieu de 5. Si moi j'avoue pas et que lui avoue, j'irai 5 ans. Donc si mon ami avoue, mon intérêt, c'est aussi d'avouer. Donc de ne pas rester solidaire. Donc ce qu'on va appeler trahir. Et si mon ami n'avoue pas, ben là c'est formidable. Moi je vais avouer et je vais être libéré. Donc si mon ami n'avoue pas, mon intérêt, moi, c'est d'avouer, donc de le trahir, et je serai libéré. Il n'y a que deux hypothèses, hein, mon ami avoue ou mon ami n'avoue pas, donc puisque dans les deux hypothèses, j'ai intérêt à avouer, conclusion, j'ai intérêt à avouer, donc je vais avouer. Alors ça, c'est un petit peu ennuyeux, parce que ce raisonnement ferme, enfin, il n'y a rien à reprocher à ce raisonnement-là, il va conduire les deux prisonniers, s'ils mènent ce raisonnement-là, chacun à avouer, et donc ils vont se retrouver 4 ans en prison chacun. Ce qui, sur un plan collectif, est beaucoup moins bien que s'ils n'avaient pas avoué, où ils n'auraient été que 2 ans chacun en prison. Donc, le fait de raisonner de manière individuelle conduit à une conclusion qui est l'inverse de ce qu'est l'intérêt collectif des deux personnes si elles sont liées. Donc voilà, c'est ça le dilemme. Alors, très concrètement, je vais citer des exemples. Alors, je modélise un tout petit peu. Je vais appeler coopérer cette idée de ne pas avouer, ou trahir l'idée d'avouer, etc. On va noter les parties de TC ou CC quand les deux coopèrent, etc. Et puis j'introduis des notations là. T c'est pour celui qui trahit, D c'est pour celui qui s'est fait duper, celui qui n'a pas trahi alors que l'autre le trahissait. C majuscule, c'est lorsque les deux coopèrent, donc c'est en fait la situation qui collectivement est la plus intéressante. Et puis la situation la pire, c'est lorsque les deux se sont fait piéger par le juge et qu'on va noter P. Alors, dans le cas des années de prison, ben voilà, c'est celui qui trahit, il est libéré, donc il va 0 année en prison. Celui qui s'est fait duper, il va 5 ans en prison, donc il a un gain négatif de -5. Quand les deux coopèrent, ils ont un gain négatif de -2, ils vont 2 ans en prison. Et quand les deux trahissent, ils ont un gain négatif de 4 ans. Si on ajoute 5 à chaque fois, on obtient les coefficients suivants, 5, 0, 3, 1, voilà. Et c'est ces coefficients-là auxquels on va toujours se référer, c'est les coefficients positifs. Si vous arrivez à duper votre adversaire, vous aurez 5 points et lui aura 0. Si vous coopérez tous les deux, vous aurez chacun 3 points. Et si vous trahissez mutuellement, vous serez punis et vous aurez 1 point chacun. Alors, ce qui est amusant, et il y a beaucoup de situations réelles, peuvent se ramener à un jeu de coefficients de ce type-là. Je ne dis pas évidemment 5, 0, 3, 1. Par exemple, dans le cas des deux voisins qui font de la musique, si on évalue le plaisir d'écouter sa propre musique tranquillement sans que l'autre écoute la sienne, 5 points. C'est pas absurde. Supporter la musique du voisin qu'on n'aime pas, 0 points, c'est le pire. Soirée sans musique, 3 points. Bah oui, c'est peut-être plus raisonnable si on n'aime pas la même musique et que l'insonorisation n'est pas bonne. Et puis, plaisir, entre guillemets, d'écouter la musique de son voisin en même temps que la sienne, 1 point. Donc, voilà, on retombe, si on veut, en forçant un petit peu les choses évidemment, sur ces coefficients 5, 0, 3, 1. Alors, on peut représenter ça comme ça. Alors, dans le cas général, pour qu'il y ait dilemme, il y a toujours ces 4 coefficients T, C, P et D, il faut qu'ils soient classés, comme c'est indiqué ici. Le gain, celui qui arrive à trahir et à duper son adversaire, c'est la valeur la plus élevée, 5 dans notre grand. La coopération, c'est C, etc. Et il y a une autre inégalité que je commente, c'est il faut que le gain moyen entre celui qui arrive à trahir son adversaire et celui qui s'est fait duper, il faut qu'il soit inférieur à la coopération. Pourquoi ? Parce que si on n'avait pas cette inégalité qui est en dessous, eh bien, en fait, les deux joueurs, pour jouer au mieux,
dans un jeu qui est répété, auraient intérêt à convenir une fois sur deux de jouer trahir, coopérer, et une fois sur deux coopérer, trahir. À ce moment-là, ils obtiendraient en moyenne C points par partie, T plus D points sur 2 par partie, alors que s'ils coopèrent, ils n'obtiennent que C points. Donc il faut avoir l'inégalité dans ce sens-là pour inciter à la coopération. Donc c'est pour ça qu'on ne parlera de dilemme itéré des prisonniers que lorsqu'il y aura ces inégalités-là. Alors il y a un truc extraordinaire, quand je fais un exposé plus long, je présente un extrait de cette émission. C'est une émission qui s'appelle Golden Balls, qui a existé pendant quelques années sur la télé anglaise, et qui se base sur le principe du dilemme des prisonniers. Et on voit des gens qui sont confrontés à cette situation, alors une fois, ce n'est pas le dilemme itéré, avec des enjeux financiers qui sont assez importants. Ça peut être plusieurs milliers de livres. Et donc, il y a une phase du jeu où ils discutent l'un avec l'autre, et chacun essaie de convaincre l'autre qu'il faut coopérer, ou essaie de convaincre l'autre qu'il va coopérer, donc il ne va pas trahir. Si ils arrivent à coopérer tous les deux, donc si c'est une partie de type CC, ils se partagent le lot, chacun à la moitié. Et s'il y en a un qui trahit et que l'autre coopère, celui qui trahit, il a tout, le lot, donc il est tenté de le faire, évidemment. Et puis si les deux trahissent, ils n'ont rien. Et alors, ça donne lieu à des scènes extraordinaires. L'émission, enfin, ces passages de l'émission durent 2 minutes. C'est tout à fait amusant. Je vous conseille d'aller sur Internet, essayer de voir ces films. Vous verrez, c'est étonnant. Alors, les statistiques disent que, donc les statistiques faites à partir de ce jeu-là, disent qu'il y a 53% des gens qui jouent à ce jeu-là qui acceptent de partager. Donc, c'est ce que j'ai appelé ici coopérer. Et puis alors, il y a 2 autres règles qui ont été trouvées par les gens qui ont étudié un peu les statistiques. Là, c'est que les jeunes hommes sont plus durs que les jeunes femmes à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont plus souvent jouer trahir que coopérer. Et puis, alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, avec l'âge, ça s'inverse. Je ne sais pas pourquoi. Alors voilà. Donc, ce modèle de la coopération et du problème de la coopération, si on ne joue qu'une seule fois, bon, c'est un problème de dilemme, et assez étrangement quand même, les gens ne font pas le raisonnement logique que j'expliquais. Non, une partie importante des gens, vous voyez, c'était dans le cas du jeu télévisé, c'est 53%, choisissent ce qui n'est pas la stratégie logiquement qui s'impose. Bon. Alors maintenant, quand le jeu est itéré, c'est là où ça va être plus intéressant, et je vais surtout parler de ça, ça correspond à toutes sortes de situations, un petit peu simplifiées, si on veut les ramener à ce jeu-là, où par exemple 2 pays frontaliers doivent décider ou pas de lever des taxes douanières sur les produits qui sont importés de leurs voisins. Alors, on va dire que ça se produit tous les mois ils peuvent changer les règlements. S'il y en a un qui impose des taxes, l'autre va sans doute répliquer au bout d'un certain temps par imposer des taxes. Si les 2 lèvent les taxes, les marchandises circulent mieux, finalement c'est bénéficiaire, d'après les économistes ou ceux qui défendent ces idées-là, aux deux pays, etc. Donc c'est typiquement un dilemme des prisonniers. Évidemment, la situation où l'un impose des taxes et l'autre non ne dure pas très longtemps. Quand le jeu est itéré et qu'il se recommence et qu'il se reproduit toutes les semaines. Dans le cas de 2 entreprises concurrentes, il y a la même situation. Elles peuvent s'entendre. Alors les lois tentent d'empêcher ça. Elles tentent de maintenir une vraie concurrence entre les entreprises, mais a priori le problème est le même si on néglige ce problème des lois qui cherchent à maintenir la concurrence. Elles peuvent soit se faire une concurrence sauvage, baisser les prix, etc. Donc c'est trahir. Soit s'entendre. Donc à ce moment-là, elles s'entendent sur les prix, elles font des prix élevés et chacune en bénéficie. Soit, mais évidemment ça sera toujours sur une période limitée, il y en a une qui baisse les prix et l'autre pas, ou l'une qui propose des avantages à ses clients et l'autre pas. Et donc voilà, il y a un dilemme des prisonniers. C'est aussi le cas pour les espèces vivantes sur un même territoire, où elles peuvent se disputer une ressource disponible, ou au contraire, se la partager. Bon. Et il y a toutes sortes de situations. C'est la situation que vous rencontrez aussi avec votre voisin de bureau. Vous pouvez vous entendre bien avec lui, ou, alors ça c'est coopérer, ou alors vous disputez tout le temps avec lui, mais vous serez vraisemblablement victime d'un certain nombre de choses désagréables dans votre relation, ou alors, mais ça ne va pas durer longtemps évidemment non plus, être très agressif avec lui, qui est très gentil avec vous, mais ça ne va pas durer toujours.
Alors ça s'appelle le dilemme itéré. Pour le modéliser, on simplifie les choses. On imagine simplement qu'il va y avoir un premier jour, une première étape, un premier coup du jeu, et puis ensuite il y en aura d'autres, et à chaque coup du jeu, vous connaîtrez ce qui s'est passé dans le passé. Vous ne connaîtrez rien d'autre, il n'y a pas d'autorité supérieure qui vous permet de passer des contrats. Donc, la seule chose que vous avez à votre disposition pour prendre une décision le jour N, c'est ce qui s'est passé dans les jours précédents. Et à ce moment-là, voilà, on a un modèle mathématique qui est intéressant et qui donne lieu déjà à beaucoup de possibilités de modélisation de stratégie. Et alors, je vais en considérer 12 pour parler très concrètement. Alors, et je vais donner des noms à ces stratégies. Bon, évidemment, ces noms tentent d'être parlants. Alors la stratégie gentille, c'est celle qui coopère le premier jour, et puis qui coopère tout le temps, quel que soit le comportement de son adversaire. On imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent cette stratégie. Mais paraît-il, dans certaines expériences psychologiques qui ont été faites, alors sur un nombre très limité de coups, je lisais des comptes rendus concernant une expérience qui était faite uniquement sur 4 coups, pas sur un nombre très grand de coups, il y a des gens qui jouent gentille. 10%, je crois que c'était. Méchante, c'est le contraire. C'est les gens qui ont assimilé que, au moins, quand on joue la dernière partie, on a intérêt à trahir. Ça, c'est sûr. Puisqu'il n'y aura pas de rétorsion possible. Mais on peut jouer méchante à chaque coup si on veut. Donc trahir tout le temps. Voilà. Lunatique, c'est on joue au hasard, en tirant à pile ou face. Alors donnant, on va y revenir souvent. C'est une stratégie qui coopère au premier coup. Donc elle essaie de bien initialiser la rencontre avec le partenaire possible. Et puis ensuite, si l'autre a trahi au coup n-1, elle va trahir au coup n. Et si l'autre a coopéré au coup n-1, elle va coopérer au coup n. Donc, elle recopie le coup précédent de son adversaire. Ce qui revient effectivement à ce qu'on appelle le donnant-donnant, ou œil pour œil, dent pour dent. Voilà, on reproduit le comportement de l'adversaire avec un décalage. S'il veut coopérer, on coopérera. S'il ne veut pas coopérer, on ne coopérera pas. Mais avec un décalage. Alors la stratégie rancunière, elle, c'est une stratégie un petit peu du même genre qui est réactive, donc elle n'est pas aussi simple que gentille et méchante. Elle coopère au premier coup, et puis quand elle a été trahie une fois, c'est terminé. Elle trahira tous les coups suivants. Donc elle est prête à coopérer, et si tout se passe bien avec elle, on coopérera tout le temps. Mais si vous la trahissez une fois, ensuite elle trahira tout le temps. Alors après, histoire un petit peu d'élargir la soupe et qu'il y ait suffisamment d'éléments dans la soupe, on considère une stratégie pas très subtile qui joue périodiquement trahir, coopérer, trahir, coopérer, etc. On en considère une autre du même type qui joue coopérer, trahir, coopérer, trahir, etc. Donc des périodiques. Alors ensuite, on en considère une qui fait des stats. Elle regarde ce qui s'est passé dans le passé, et puis si mon adversaire a coopéré dans la majorité des coups, je coopère. Et puis alors on l'appelle mou, on aurait pu l'appeler douce, majorité douce. S'il y a égalité, je coopère. Donc je regarde ce qui s'est passé en majorité et je fais la même chose. Mais quand il y a égalité, ou lors du premier coup, je choisis de coopérer. Majorité dure, ça sera la même chose, sauf que quand il y aura égalité, je choisirai de trahir. Méfiante, c'est la même chose que donnant-donnant, sauf qu'au premier coup, elle trahit. Donc après, elle recopiera le coup précédent de l'adversaire, mais méfiante, au premier coup, elle préfère trahir, elle a peur de se faire rouler. Alors sondeur, ça c'est une stratégie d'une catégorie qui est bien plus large, on peut en imaginer des centaines. J'en ai fait on en a envisagé ici une très simple. Aux 3 premiers coups, elle joue trahir, coopérer. À partir de la partie 4, donc du 4e coup, elle regarde ce qui s'est passé aux parties 2 et 3. Si l'adversaire a coopéré aux parties 2 et 3, le raisonnement c'est, comme il n'a pas réagi à ma trahison du premier coup, c'est que c'est un faible, donc je trahirai toujours pour essayer d'en tirer le maximum de profit. Et puis sinon, s'il a réagi une fois au moins aux parties 2 et 3, à ce moment-là, je jouerai donnant-donnant, qui est une sorte de repliement de sécurité. Et donnant-donnant dur, dernière qu'on considère ici, mais on peut en envisager des tas d'autres, vous imaginez bien. Je coopère, sauf si mon adversaire a trahi à l'une des 2 parties précédentes. Donc là, on peut dire ça autrement.
quand mon adversaire trahit, je réplique 2 fois de suite. Ça revient au même que ce qui est écrit ici. Donc c'est une sorte de donnant-donnant, mais qui ne se contente pas de répliquer à une trahison par une trahison, mais qui réplique à une trahison par 2 trahisons. Voilà, alors quand on les fait jouer l'une contre l'autre, ben voilà, on est effectivement dans le modèle du jeu, que j'ai rappelé ici très rapidement. 2 entités ne peuvent pas passer d'accord. La seule information qu'elles possèdent, c'est le comportement passé. Le choix des 2 adversaires lors d'une partie numéro n sont faits simultanément. Pas possible de renoncer. Et le nombre de parties n'est pas connu à l'avance. Alors, il y a une raison pour ça, mais je ne la détaille pas. Et donc, voilà, une stratégie, c'est un algorithme, c'est une façon de jouer, éventuellement avec des choix aléatoires, voilà, et qui détermine finalement, en fonction du passé, s'il faut coopérer ou trahir. Donc il y a autant de stratégies possibles que d'algorithmes qui satisfont ça. Donc il y a une infinité dénombrable. Et une des difficultés de la théorie mathématique, ou des théories mathématiques qu'on essaie de construire sur ce modèle-là, c'est que justement, il y a une infinité dénombrable de stratégies qui sont des algorithmes et que ça ne se manipule pas bien sur un plan mathématique. Alors, bien sûr, on peut, quand on considère 2 stratégies, calculer des scores. Alors, pour simplifier les choses, on va considérer toujours des confrontations de 1000 parties. Bon, on pourrait faire 100, ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne change quasiment rien quand on fait 100 ou 1000. À ce moment-là, on va aussi considérer les coefficients que j'ai indiqués, 5, 0, 3, 1. Le gain maximum est de 5000. Ben, par exemple, c'est ce que gagne Méchante contre Gentille. Gentille coopère tout le temps, Méchante trahit tout le temps. Méchante gagne donc 5 points à chaque fois qu'elle rencontre Gentille. Ça se produit 1000 fois, elle gagne 5000 fois. Et Gentille gagne 0 points. Bon, ça c'est le maximum de ce qu'on peut avoir comme contraste entre les 2 stratégies. Alors, quand Méchante joue contre Gentille, bah, il se produit quelque chose... Bah oui, c'est ce que j'ai détaillé ici. Quand 2 Gentilles jouent l'une contre l'autre, elles gagnent chacune 3000 points. Donc ça, c'est à noter. Parce que lorsque 2 Méchantes jouent l'une contre l'autre, comme elles se trahissent mutuellement à chaque fois et que quand elles jouent trahir, elles ne gagnent qu'un point à chaque fois, au bout des 1000 parties, elles n'auront que 1000 points. Donc là, on voit déjà que Gentille et Méchante, c'est pas pareil. Peut-être que Méchante peut exploiter Gentille, mais quand Gentille en rencontre une qui est de la même nature, elles vont gagner mieux que Méchante. Donc Méchant, ça... Voilà. Alors, Méchante contre donnant-donnant, c'est intéressant, parce que Méchante, dans un premier temps, elle trahit, et donnant-donnant, elle coopère. Donc il y aura 5 points pour Méchante et 0 points pour donnant-donnant, qui s'est fait avoir le premier coup. Mais après, donnant-donnant, il trahit, puisqu'il a été trahi le premier coup. Et puis tout le reste sera pareil. Tout le reste du déroulement de la partie, ça sera trahir. Au bout du compte, Méchante aura 1004 points et donnant-donnant en aura 999. Méchante aura 5 points de plus que donnant-donnant. Et je reviendrai sur cette différence de 5 points un peu plus loin. Voilà, leur rencontre s'est mal passée parce que Méchante est trop agressive et que donnant-donnant ne se laisse pas faire. Et au bout du compte, ben, elles gagnent peu chacune. 1004 pour Méchante, c'est mieux que 1000, mais enfin c'est pas beaucoup mieux. Et donnant-donnant, elle perd un peu moins que 1000, donc c'est pas tout à fait la même chose que si elle avait été Méchante, mais tout le temps, mais c'est pas grand-chose de moins. Alors quand on fait le tableau, voilà, on obtient ça, je ne vais pas le commenter tout de suite, je vais revenir après. Il faut se poser des questions, alors ça c'est des définitions, et sur ce jeu qui est mathématiquement très précis, quelle est la meilleure stratégie ? Non, c'est ça la question qu'on se pose. Et alors malheureusement sur un plan mathématique c'est pas très facile. Si on dit... La meilleure stratégie, c'est une stratégie qui n'obtient jamais dans une confrontation un score plus faible que celui de son adversaire. La meilleure, c'est celle qui n'obtient jamais moins que son adversaire. À ce moment-là, il y a une réponse qui est simple, c'est la stratégie Méchante est la meilleure. Ben oui, puisque quand Méchante joue, c'est le raisonnement que je faisais tout au début, elle obtient toujours autant que son adversaire ou plus. Et si elle joue trahir à chaque coup, elle n'obtiendra jamais moins que son adversaire. Bon, donc, Méchante, avec cette définition-là de meilleure stratégie, c'est elle qui est la meilleure stratégie. Mais on se rend bien compte que c'est pas ça qu'on veut vraiment. Parce que être meilleur dans ce sens-là, ça va supposer qu'on rencontre beaucoup de stratégies naïves. Et en fait, au bout du compte, si on rencontre des stratégies qui ne sont pas si naïves que ça et qui sont réactives, on va gagner peu de points.
parce que, comme donnant-donnant, elle risque de faire casser la coopération possible, et donc d'arriver à ce qui s'est passé quand Méchante rencontre donnant-donnant. Donc c'est sans doute pas une bonne façon de voir les choses, et de toute façon, si c'est la bonne façon de voir la notion de meilleure stratégie, le problème est réglé définitivement. Voilà, donc Méchante ne se fait jamais battre, mais à quel prix? Et ça nous fait prendre conscience d'une chose, mais qui est vraie, même dans les situations beaucoup plus compliquées. Faire de bons scores, ça n'est pas la même chose que battre tout le monde. Alors, tout le monde a plus ou moins inconsciemment conscience de cette réalité-là. Être le plus fort, celui qui a toujours raison devant tout le monde, c'est peut-être relativement facile, comme être la stratégie méchante. Par contre, faire de bons scores, c'est autre chose, c'est plus compliqué. C'est réussir des coopérations. Alors, deuxième façon d'envisager la notion de meilleure stratégie, mais ça va être aussi très décevant. Donc, la meilleure stratégie, ça serait la stratégie qui fait le meilleur score possible face à toute autre stratégie. À chaque fois quand on rencontre une stratégie donnée, il y a une meilleure façon de jouer face à elle. Bon. Et donc la meilleure stratégie, ça pourrait être celle qui arrive toujours à faire ce meilleur score possible. Bon, mais alors ça, c'est décevant aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas de meilleure stratégie. Supposons qu'il y ait une meilleure stratégie. Alors c'est extrêmement simple comme raisonnement. Si elle rencontre Méchante, il faut qu'elle trahisse au premier coup. Parce que sinon, elle va se faire rouler, puis elle ne rattrapera jamais ce qu'elle a perdu. Donc, si elle rencontre Méchante, elle doit trahir au premier coup. Mais si elle rencontre Rancunière, quelle est la meilleure façon de jouer contre Rancunière? La meilleure façon de jouer contre Rancunière, c'est de coopérer tout le temps, parce qu'on fera, sur les 1000 coups, on gagnera 3000 points, on aura 3 points chacun à chaque fois. Donc, si je rencontre Rancunière, au premier coup, ce que je dois faire, c'est coopérer. Je ne peux pas à la fois coopérer au premier coup et trahir au premier coup. Si je ne sais pas à qui j'ai affaire, bien si je sais à qui j'ai affaire, c'est facile. Mais si je ne sais pas à qui j'ai affaire, c'est tout, dès le premier coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, traduit en langage mathématique simple, il n'y a pas de meilleure stratégie dans ce sens-là. Alors, une stratégie peut être bonne face à certaines, mauvaise à d'autres. On ne peut pas savoir à l'avance avec qui on va jouer. Dans ce jeu-là, ce sont les règles. Et du coup, ça empêche les meilleures stratégies dans ce sens-là. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce jeu-là n'est pas simple sur un plan mathématique, parce qu'il y a des cycles, par exemple. On peut construire des stratégies assez facilement, j'en donne un exemple, je ne vais pas le détailler, où une stratégie 1 bat la stratégie 2, la stratégie 2 bat la stratégie 3, et la stratégie 3 bat la stratégie 1. Donc ce n'est pas une relation d'ordre, la notion de battre. Donc je donne 3 exemples, ce que j'ai déjà cité. Périodique méchante, périodique gentille et majorité mou. Vous ferez les calculs si vous voulez, c'est assez rapide. Il existe aussi des hiérarchies infinies. Alors j'ai donné un exemple. Bon, ça c'est un peu moins troublant, mais enfin bon, il se peut qu'une stratégie S2 soit plus forte que S5, que S3 soit plus forte que S2, etc. Il peut y avoir des échelles infinies de stratégies dans les deux sens d'ailleurs, vers le haut ou vers le bas. Donc il n'y a pas de meilleure stratégie dans l'absolu, mais pourtant, on comprend bien que toutes les stratégies ne se valent pas. Et alors, une façon d'envisager les choses est d'essayer d'obtenir un résultat quand même qui nous enseigne quelque chose concernant la coopération, c'est d'envisager ce qu'on va appeler des confrontations généralisées. On prend un ensemble de stratégies, par exemple les 12 que j'ai envisagées, on les fait combattre les unes contre les autres, on regarde les scores cumulés de chacune, on fait la somme de tout ce qu'elle a obtenu contre la 1, contre la 2, contre la 3, et on classe les stratégies en fonction des scores cumulés. Il faut bien comprendre que quand on va faire ça, le résultat qu'on va obtenir sera relatif à la soupe qu'on aura considérée. Ça ne sera pas un résultat absolu, mais on a vu qu'il n'y en avait pas d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? Et ça c'est plein d'enseignements quand même, parce que donc, la simulation est assez facile à mettre en œuvre. On obtient que donnant-donnant c'est la meilleure. Alors, ça c'est intéressant. Majorité mou qui lui ressemble quand même pas mal, puisque majorité mou c'est une stratégie qui coopère en premier et qui ensuite en gros regarde le comportement passé de l'adversaire et joue ce qu'il a joué en majorité. C'est une sorte de donnant-donnant, mais qui a une mémoire plus grande. Rancunière aussi, c'est une sorte de donnant-donnant. Sauf que c'est une sorte de donnant-donnant qui ne pardonne jamais. Une fois qu'on l'a trahi, c'est fini. Sondeur, alors ça, c'est une stratégie un peu compliquée, mais enfin bon, comme elle est basée sur donnant-donnant, c'est peut-être pas étonnant qu'elle se retrouve là. Gentille n'est pas si mauvaise que ça. J'en saute 2 là. Et alors, les choses remarquables aussi, c'est que méchante, elle est avant-dernière. Et majorité dure
et avant-avant-dernière, et méfiante, qui est la même chose que donnant-donnant, elle se trouve la 4e vers la fin. Et d'une manière générale, toutes celles qui sont agressives, donc méfiante, elle est agressive puisqu'elle elle trahit au premier coup, se trouvent mal classées. Et celles qui sont au contraire coopératrices, comme donnant-donnant, majorité mou, qui tentent toujours de créer une sorte de coopération avec les autres, et bien se trouvent classées en premier. Alors c'est formidable, c'est vraiment de la morale. On peut faire d'autres classements, j'en ai indiqué. On peut par exemple enlever rancunière, pour voir un peu la stabilité. Puis on peut aussi modifier les coefficients, on peut modifier la durée des parties. Ce qu'on obtient, c'est toujours à peu près la même chose. Mais je vais préciser que donnant-donnant n'est pas forcément la meilleure. Alors, si on enlève rancunière, donnant-donnant reste encore meilleur. Mais par contre, si on enlève périodique gentille, donc il n'en reste plus que 11 dans notre soupe ici, eh bien donnant-donnant passe en second. Donc voilà, il n'y a pas... Contrairement à ce qui a souvent été dit quand on a parlé du dilemme tiré des prisonniers, on ne peut pas dire absolument du tout que donnant-donnant est la meilleure stratégie. Et d'ailleurs, avec mon ami Philippe Mathieu, nous on défend une autre idée, on défend qu'il y a une hiérarchie infinie de stratégies qui sont de meilleur en meilleur, en ce sens que dans des soupes variées, alors il faut définir ce qu'on va considérer comme soupe variée, dans des expériences variées, il va y avoir des stratégies qui vont se révéler presque toujours meilleures que donnant-donnant, par exemple, et voire d'autres encore qui seront meilleures que cette meilleure qu'on aura trouvée. Et je vais vous citer un exemple de stratégie qui est presque toujours meilleure que donnant-donnant, dont on peut dire, avec des sortes d'arguments mathématiques, j'en expliquerai, qu'elle est meilleure que donnant-donnant. C'est la stratégie qu'on a appelée graduelle, et qui d'ailleurs a été trouvée en organisant un concours avec le journal Pour la Science. On avait publié un article sur le dilemme tiré des prisonniers. On avait demandé aux lecteurs de nous envoyer des stratégies. On avait fait fonctionner l'ensemble des stratégies qu'ils nous avaient envoyées. Et on avait vu une stratégie que nous avait envoyée un lecteur qui était meilleure. Alors c'était dans une légère variante du dilemme des prisonniers où il y avait la possibilité de renoncement. Mais on pouvait adapter ça au dilemme des prisonniers sans renoncement. Et cette stratégie, c'est la stratégie qu'on a appelée graduelle et qui aujourd'hui est toujours l'une des meilleures stratégies connues au jeu du dilemme itéré des prisonniers. Et la stratégie graduelle, elle fait la chose suivante. Donc, elle coopère, et quand son adversaire l'a trahi, la première fois, elle va répliquer par une trahison, et puis pour rétablir la coopération, suivie de 2 coopérations. Donc, il y a 3 coups fixés en réplique à une trahison. La seconde fois qu'elle va être trahie, elle va trahir 2 fois de suite, et puis toujours coopérer 2 fois de suite pour essayer de rétablir une coopération. La 3e fois qu'elle sera trahie, elle trahira 3 fois de suite et elle copiera 2 fois, etc. Donc voilà, elle a une rétorsion qui est graduellement de plus en plus sévère. Et du coup, voilà, c'est une stratégie un peu plus subtile qui nécessite d'avoir une mémoire du passé, ce qui n'est pas le cas de donnant-donnant. Elle a juste besoin de connaître un coup du passé. Et qui se révèle réellement dans des tas de situations meilleures que donnant-donnant. Et l'une des raisons que j'explique en 2 mots du fait qu'elle est meilleure, c'est que face à une stratégie qui n'est pas réactive, c'est-à-dire qui ne prend pas vraiment en compte ce que fait le joueur, graduelle va petit à petit converger vers la réponse la meilleure. Face à une stratégie qui n'est pas réactive, la meilleure façon de jouer, c'est de jouer toujours trahir. Si elle ne réagit pas à vos trahisons, vous avez intérêt à trahir à chaque fois, c'est comme ça que vous gagnerez le plus de points. Et graduelle, elle ne fait pas ça, elle essaie de coopérer. Mais si par exemple elle joue contre une stratégie qui trahit avec une certaine probabilité, un demi ou voire plus faible, sans tenir compte du passé, mais juste en fonction de son tirage au sort. À ce moment-là, graduelle, petit à petit, va converger vers ce comportement de trahison de plus en plus prononcé, de plus en plus étendu. Et c'est l'explication en fait la plus simple de l'histoire que graduelle est meilleur que donnant-donnant. Alors, malgré tout, donnant-donnant est quand même une bonne stratégie. Axelrod a beaucoup insisté là-dessus. Bien souvent, les gens n'ont retenu que la leçon que donnant-donnant était la meilleure. Axelrod l'avait découvert, du moins c'est l'histoire qu'il raconte, je pense que c'est un peu simplifié, en organisant un concours lui aussi, et une des personnes qui avait participé au concours, qui était Anatole Rapoport, qui était un professeur de psychologie, avait proposé donnant-donnant, qui avait gagné le premier concours. Et ensuite il avait organisé un second concours, dans lequel il expliquait ce qui s'était passé au premier, et à nouveau, malgré
les explications qui avaient été données concernant le premier concours, c'est encore donnant-donnant qui avait gagné. Et c'est sans doute à cause de cette réitération que les gens ont considéré que, de manière définitive, donnant-donnant était la meilleure. Alors, voilà, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que même dans un environnement d'égoïsme général, sans autorité supérieure de contrôle, il est plus payant de prendre le risque de coopérer que de chercher à profiter de ceux qui vous font confiance. Et alors, ce succès de donnant-donnant, et c'est vrai aussi pour Graduel, signifie bien que battre tout le monde, c'est pas la même chose qu'être le meilleur. Et alors, c'est extraordinaire dans le cas de donnant-donnant, parce qu'il y a une sorte de paradoxe de donnant-donnant qu'on n'arrive pas à comprendre la première fois qu'on le voit. C'est que lorsque donnant-donnant rencontre une autre stratégie, elle va faire un score égal à l'autre stratégie ou moins. C'est ce que j'avais illustré quand donnant-donnant rencontrait... Elle ne fera jamais plus. Donnant-donnant ne gagnera jamais plus que son adversaire. Elle fera parfois moins. Quand elle perdra au plus 5 points avec nos systèmes de comptabilité. Donc donnant-donnant, c'est une stratégie qui est très, très troublante et on a du mal à croire que numériquement c'est possible. Enfin, si, il n'y a pas de truc. Elle ne gagne jamais contre personne, et pourtant en moyenne elle gagne. C'est un peu difficile. Parce que l'explication, c'est les autres stratégies, quand elles jouent les unes contre les autres, se font du mal. Quand Méchante joue contre je sais pas moi, Rancunière, elles se font du mal, et le fait qu'elles n'arrivent pas à instaurer une bonne coopération entre elles, ça fait qu'au bout du compte, leur score moyen ou leur score cumulé est mauvais, alors que donnant-donnant n'a pas ce défaut-là. Donc voilà, c'est une morale, il vaut mieux être gentil que méchant. Alors ça semble un peu naïf de dire des choses comme ça, il vaut mieux être réactif, il vaut mieux savoir pardonner rapidement, il ne sert à rien de trop ruser. Alors justement, ça c'est une des conclusions que Axelrod énonce, et avec Philippe Mathieu et nos expériences, nous on n'est pas d'accord, et on pense que le schéma est quand même un peu différent. Il y a un certain nombre de ruses, un certain nombre de façons d'organiser sa réaction, et Graduel c'est le premier exemple de cette situation-là, qui font que on ne peut pas dire qu'il faut avoir un comportement simple. Non, on peut avoir des comportements complexes, il ne faut pas qu'ils soient quelconques, il ne faut pas que ce soit un comportement complexe au hasard, je sais pas, c'est pas... non, puis ou je ne sais quoi. Non, il faut que ce soit basé sur quelque chose de raisonnable, sur une certaine rationalité. Mais finalement, ça n'est pas vrai que la simplicité est forcément la meilleure façon d'établir, le plus souvent, ou dans des environnements très variés, la coopération. Alors, robustesse des résultats, je passe, vous nous faites confiance. Quand on fait des parties de 100 coups, de 10 coups, les résultats restent à très 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 peu de choses près les mêmes. Quand on change les coefficients pourvu qu'on respecte les inégalités que j'ai présentées, les résultats restent les mêmes. Quand on fait des parties très courtes, 2-3 coups, là les résultats commencent à changer. Et c'est logique, puisque si on faisait des parties d'un seul coup, où chaque paire de joueurs se rencontre sur un seul coup, le gagnant c'est Méchante. Donc quand les parties sont vraiment très très courtes, là les choses sont différentes. Je passe ça. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on a beaucoup étudié avec Philippe Mathieu et qui va conduire aussi à une autre conclusion sur laquelle je vais insister, puis je ferai peut-être ma conclusion à partir de là. C'est ce qu'on appelle les simulations écologiques. Il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux dans le cas du tournoi généralisé, c'est que tout le monde rencontre tout le monde. Bon, et donc tout dépend de manière très arbitraire de ce qu'on a mis au départ. Alors pour rendre les choses un peu moins arbitraires, il y a plusieurs méthodes, et on les a explorées assez systématiquement avec Philippe Mathieu. Par exemple, on peut considérer toutes les stratégies qui ont 2 coups de mémoire, qui se souviennent du coup précédent qui a été joué par moi et par l'adversaire, et par exemple du coup d'avant. Et puis on les fait jouer toutes les unes contre les autres, donc on en fait un tournoi, puis on regarde qui gagne. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose d'objectif, puisqu'il n'y a pas la subjectivité des stratégies qu'on met ou qu'on ne met pas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la méthode des classes complètes, qui nous donne des résultats intéressants. Ça nous permet de repérer parfois des stratégies auxquelles personne n'avait jamais pensé avant. Et puis il y a une autre méthode que je vais présenter ici, qui est ce qu'on appelle les simulations écologiques. C'est l'idée que finalement le monde, en tous les cas le monde vivant,
il est basé sur le fait que ceux qui réussissent se multiplient et ceux qui ne réussissent pas disparaissent. Donc ici, on va créer une soupe, ça va être ça l'idée. Je ne vais pas expliquer les formules ici, mais j'ai expliqué l'idée, et toute l'idée conduit aux formules qui sont là. On va créer une certaine soupe, par exemple, de 100 stratégies de chacune des 12 qu'on a considérées. On peut en mettre plus, hein, mais voilà. Et ensuite, on va faire jouer un premier tournoi. Et dans ce tournoi, chaque catégorie va gagner un certain nombre de points. Et on va créer une seconde génération où le nombre de représentants de chaque stratégie sera proportionnel au nombre de points gagnés. Donc celles qui auront mal réussi auront une descendance dans la seconde génération qui sera beaucoup plus faible, et celles qui auront bien réussi auront une descendance qui sera plus élevée. C'est ce qui se passe en gros dans le monde vivant pour simplifier les choses. Et puis après on calcule une troisième génération selon le même principe, on fait un tournoi généralisé entre les éléments qui étaient restés au bout de la seconde génération, et on continue de cette façon-là, et on obtient des scores qui vont être un peu meilleurs du point de vue de la variabilité, parce que celles qui sont trop naïves, celles qui sont trop bêtes, comme par exemple méchantes, d'une certaine façon elle est bête, elles vont se faire éliminer rapidement, donc elles ne seront plus dans le jeu. Et donc la suite de l'évolution sera une compétition entre stratégies qui auront été sélectionnées parce qu'elles jouent bien, parce qu'elles gagnent bien, mais qui auront été sélectionnées au bout de quelques générations, non pas parce qu'elles exploitent les plus faibles ou les plus naïves, mais parce qu'elles sont bonnes et qu'elles réagissent bien les unes vis-à-vis des autres. Donc, on va arriver à une situation extraordinaire et qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse, et j'avoue que je continue toujours à réfléchir à cette question, je trouve ça étonnant. Donc d'abord, donnant s'en sort toujours bien, mais Graduel aussi, hein, évidemment. Elle s'en sort mieux même, d'une manière générale. Par exemple, si on prend la classe complète de toutes les stratégies qui ont 2 mémoires, Graduel et qu'on rajoute Graduel, parce que Graduel ne fait pas partie de cette stratégie, va être la meilleure de toutes les stratégies. Donc, donnant va s'en tirer très bien, et surtout, ce qui se passe, je vais le montrer ici, c'est qu'un certain nombre de stratégies vont être éliminées. En fait, vont être éliminées toutes les stratégies qui prennent l'initiative de trahir. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Toutes les stratégies qui, dans leur... Alors c'est le cas par exemple de Sondeur, c'est le cas de la stratégie aléatoire, celle qui joue une fois sur 2, parce que de temps en temps, elle va choisir de trahir alors que l'autre ne l'a pas trahi. Donc toutes celles qui prennent l'initiative de trahir alors qu'elles n'ont pas été trahies vont se trouver éliminées au bout d'un certain temps. Assez rapidement d'ailleurs, le 30 qui est ici, c'est le nombre de générations. Et puis, donc au bout d'un certain temps, ne va rester dans la soupe présente avec des effectifs non nuls que les stratégies qui ne prennent pas l'initiative de trahir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand il ne reste que les stratégies qui ne prennent pas l'initiative de trahir. Quand deux de ces stratégies se rencontrent, elles coopèrent. Et elles coopèrent tout le temps, puisqu'aucune ne prend l'initiative de trahir. Et donc c'est ce qu'on appelle un état de coopération généralisée. Et, chose extraordinaire et qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse, quand on crée des soupes quelconques, sauf de très rares exceptions, je vais en montrer une ou deux pour conclure, eh bien, sauf dans de très rares exceptions, on converge vers un état de coopération généralisée. Celles qui prennent l'initiative de trahir sont éliminées, et celles qui ne prennent pas l'initiative de trahir, celles qu'on appelle gentilles dans un sens général, qui attendent que l'autre les ait trahis pour elles-mêmes trahir, vont se trouver majoritaires. Une fois que, faut bien comprendre la dynamique de notre système, une fois qu'il n'y a plus que des stratégies qui ne prennent pas l'initiative de trahir, leurs effectifs ne bougent plus, puisque le nombre de points qu'elles vont récupérer à chaque génération va être proportionnel à leur effectif, et donc leur effectif ne bouge plus. Donc à un moment donné, eh bien, dans l'expérience qui a été faite ici, donnant arrive en tête, mais les lignes sont horizontales. Alors le graphique en 3 dimensions, c'est bien, mais on ne voit pas ça, mais les lignes sont toutes horizontales pour celles qui survivent. Alors je passe là-dessus, et ce que je veux, c'est juste vous montrer, pour pouvoir conclure, qu'il y a des cas quand même où on ne va pas vers un état de coopération généralisée. Alors le schéma le plus classique, c'est celui-ci. Donc là, on n'a mis que 3 stratégies. Graduel, donnant, et puis lunatique, celle qui coopère une fois sur 2. Bon, voilà le schéma qu'on a d'évolution. C'est Graduel qui gagne. Mais une fois que lunatique est éliminé, donnant et Graduel restent avec des effectifs stables. Ça, c'est la coopération généralisée. C'est l'état typique.
Il faut vraiment chercher beaucoup pour trouver des cas où c'est pas ce qui se passe. Ici, on a mis des stratégies justement qui sont toutes agressives, parce que majorité, non, sauf majorité mou, qui se fait éliminer. Majorité mou, elle est coopérative, elle prend pas l'initiative de trahir, mais malgré tout, dans un environnement où il y a binaire qui joue alternativement, pas au hasard, trahir, coopérer, et périodique méchante qui joue périodiquement trahir, coopérer, eh bien, majorité mou se fait éliminer, et une fois qu'elle est éliminée, périodique méchante élimine binaire. Voilà. C'est une dynamique comme ça. Ce qui est plus amusant, c'est quand il y a des oscillations. C'est le cas, par exemple, ici. Je ne détaille pas parce que je crois que j'ai consommé mon temps. Il peut y avoir des situations périodiques qui se produisent. Là, il faut faire attention à la façon dont on gère les arrondis, évidemment. Mais quelle que soit la façon dont on va gérer les arrondis, il y aura des situations périodiques. Et il peut y avoir des situations extraordinaires comme celle-ci, où il y a une sorte d'oscillation qui va en s'accroissant, et puis à un moment donné, ça casse, et puis après des péripéties, on peut appeler ça comme ça, il y en a une qui gagne ici, c'est périodique méchante qui gagne, donc c'est pas à nouveau une coopération généralisée qui se voit, et puis il peut y avoir des schémas encore plus compliqués, mais j'insiste bien que ces dernières courbes que j'ai montrées correspondent à des cas qui sont exceptionnels. Il a fallu qu'on fasse tourner des machines pendant des jours entiers pour les trouver, en ne considérant que 3 stratégies. S'il y en a 10 ou 12, vous ne tomberez jamais sur des cas comme ça. Malheureusement, le fait qu'il en existe, ça prouve aussi qu'on ne va pas réussir à démontrer mathématiquement le théorème, entre guillemets, de convergence vers une coopération généralisée. Voilà, je m'arrête là. D'une soupe à l'autre, ça ne sera pas forcément la même qui va gagner. Quand les soupes sont très volumineuses, on va converger vers un état de coopération généralisée, mais la gagnante, celle qui a l'effectif le plus grand, ne sera pas nécessairement toujours la même. Donc on peut faire des classements quand même quand il y a convergence vers un état de coopération généralisée, il y en a quand même une qui a un effectif plus grand que les autres, si on les fait partir avec le même effectif, chacune des stratégies. Et c'est ce qui se passe quand on considère par exemple toutes les stratégies qui ont une mémoire de 2 unités de temps et des choses comme ça, c'est ce qui se passe. Là, on a adopté le point de vue que ce qui comptait, c'était de gagner des points. Alors maintenant, si on considère que ce qui est bien, c'est d'être le numéro 2, par exemple, non, c'est un autre jeu. À partir du moment où votre définition est algorithmique, vous pouvez très bien faire un mélange de majorité mou et de donnant-donnant et dire, s'il se passe telle chose, je basculerai de donnant-donnant. Et d'ailleurs, certaines des stratégies qui ont été... Pardon ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on avait fait le concours avec Philippe Mathieu, la stratégie qui était arrivée seconde, c'était une stratégie qui était basée sur cette idée-là. C'était une sorte d'automate qui avait 3 états. Donc elle jouait d'une certaine façon, en prenant en compte, d'ailleurs, elle était assez compliquée comme stratégie. Dans les premières parties, elle jouait 5 coups d'une certaine stratégie, 5 coups d'une autre, etc. Et puis elle regardait ce qui s'était passé. Et elle jouait celle qui lui avait était d'un plus grand rapport. Et puis, je crois que c'était tous les 20 coups, elle réévaluait ce gain moyen en adoptant tel comportement, et éventuellement elle en changeait. Donc en fait, quand vous imaginez des stratégies, vous pouvez mêler toutes les choses que vous voulez, aussi compliquées soient-elles. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de mêler des choses compliquées? C'est une autre histoire. Mais une des stratégies aujourd'hui qui est parmi les meilleures, nous, avec Philippe Mathieu, on fait des tests avec plusieurs milliers de stratégies, ce qui est difficile parce que pour faire s'opposer plusieurs milliers de stratégies, il faut passer par une matrice, la matrice de gain, qui a comme nombre de cases le carré de ce nombre de stratégies. Et l'une des stratégies qui est la meilleure, c'est une stratégie qui est de ce type-là, de type automate. Elle est dans un certain état, s'il se passe ceci, elle change d'état, etc. Et c'est l'une des meilleures, avec graduel, et puis d'autres qui ont des comportements un peu plus compliqués. Donc non, il faut bien comprendre la généralité de ce qu'est une stratégie possible à ce jeu-là. Oui. Quelle est la sensibilité au score que vous affectez au début de ces résultats? La sensibilité, elle est faible. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est nulle, parce que, mais elle est vraiment très faible. Et régulièrement, évidemment, on change les coefficients 5, 3, 1, 0. Il faut
rester dans le cas d'un dilemme des prisonniers. Donc il faut bien respecter les inégalités, mais elle est très faible. Il y a une sensibilité qui est plus marquée aux durées des parties, quand les durées des parties sont inférieures à 10. Mais au-delà de 10, il y a quasiment rien qui change. Ça serait sans doute pas le cas si on arrivait à avancer plus, parce que notre idée avec Philippe Mathieu, c'est qu'en fait, on est dans une situation qu'aujourd'hui on maîtrise mal. Voilà, on sait que donnant-donnant est une assez bonne stratégie dans des soupes très générales. Graduel est meilleur. Donc on a toutes sortes d'arguments pour dire que Graduel est meilleur. Il y en a d'autres qui sont du même niveau que Graduel, etc. Mais après, on n'arrive pas à s'élever au-dessus de ces stratégies-là. Si on arrivait à s'élever au-dessus de ces stratégies-là, on aurait sans doute des stratégies qui ne feraient apparaître leur qualité qu'à condition de jouer des parties assez longues. Parce qu'effectivement, il faudrait que la partie soit assez longue pour que leur comportement puisse en gros s'exprimer. Et du coup, là, sans doute, on aurait une sensibilité plus grande à la durée des parties. Pour les coefficients, c'est vraiment très faible la sensibilité. Excusez-moi. Oui. Ah, merci. Oui, j'aimerais poser des questions concernant en fait la représentativité là, de ce type d'exercice. Vous n'avez pas cité tellement d'exemples par rapport au monde réel. J'ai l'impression qu'on est quand même énormément dans le virtuel. J'ai quelques remarques, notamment d'une part sur l'aspect enjeu des parties. On n'a pas parlé de savoir si c'est purement ludique ou si des aspects, des gains excessivement élevés ou des questions de vie ou de mort. Imagine 2 personnes dans le désert avec 1 litre d'eau. Il faut que chacun boive au moins 1 litre d'eau par jour. Ils sont 2, ils trouvent la bouteille. La question que vous posez là, à ce moment-là, la question à poser change complètement. La notion également de trahison, quel est l'impact de la trahison. Quand il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, c'est une chose, mais finalement la trahison a un impact aussi potentiellement sur le reste de la communauté, si cette information effectivement est connue. Il y a une notion effectivement d'image, donc dans ce genre de jeu à deux personnes, c'est absolument pas applicable effectivement à ce qui se passe dans la vie courante, ou une société qui va être effectivement trahir la personne avec une société avec laquelle elle va coopérer, son image va être fortement dégradée, donc ça c'est un paramètre qui va jouer une importance très importante. Donc tout ça me paraît quand même excessivement, ce sont des conclusions qui sont applicables au monde virtuel. Comment on peut effectivement dégager de ces conclusions et les confronter à la réalité du monde? Alors, la réponse elle est multiple. Alors d'abord, la théorie des jeux, c'est une théorie qui est très développée. On peut faire des dilemmes de prisonniers où les deux, enfin, ou des situations de type dilemme des prisonniers où il n'y a pas 2 personnes qui se rencontrent, mais 3, etc. Donc il y a toutes sortes d'études là-dessus. Malgré tout, moi je vais défendre l'idée que le dilemme des prisonniers, tel que je l'ai présenté, aussi simplifié soit-il, c'est clair, il est quand même extrêmement pertinent. Et je vais citer un exemple qui est donné par Axel Rolde lui-même. Il parle de ce qui se passait pendant la Première Guerre mondiale entre les tranchées françaises et les tranchées allemandes. Et il s'est produit assez fréquemment, enfin un certain nombre de fois, un phénomène de convergence vers la coopération entre les tranchées qui étaient ennemies, qui auraient dû se tirer dessus régulièrement, sans faire de trêve, sans chercher à fraterniser. La raison, elle est assez simple. Et puis alors, une des conclusions concrètes sur lesquelles insiste beaucoup Axel Rolde dans son livre, c'est que pour que la coopération puisse naître, ou parfois on cherche à éviter qu'elle naisse, il faut que les entités soient confrontées l'une à l'autre un assez grand nombre d'unités de temps, d'unités de jeu, et qu'elles se reconnaissent. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans un milieu où chaque jour vous rencontrez des gens que vous n'avez jamais rencontrés, comme c'est le cas dans le métro, sauf exception, effectivement, on n'est pas dans un cas de dilemme des prisonniers parce que vous rencontrez des gens qui sont différents. Par contre, si vous avez la capacité de reconnaître effectivement les gens de votre entreprise et puis de savoir que parmi les 50 personnes de votre entreprise, chacune et avec telle personne je peux coopérer, avec telle autre je n'y arrive pas, etc. À ce moment-là, un dilemme des prisonniers s'instaure entre vous et cette personne. Donc, une des règles, parce que pour être très concret, que Axel Rolde énonce et qu'il défend, c'est pour que la coopération puisse s'instaurer entre des entités qu'on veut faire se coopérer l'une avec l'autre, il faut qu'elles se reconnaissent et qu'elles soient en coopération, en contact les unes avec les autres assez longuement. Et c'est une stratégie qui est utilisée par les banques, mais dans le sens contraire.
Les banques, elles ne veulent pas que leurs employés s'entendent trop bien avec leurs clients. Elles pourraient s'entendre aux dépens de la banque elle-même. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles imposent aux agents des agences de changer régulièrement d'agence. Alors, selon les banques, il y a des règles, il faut changer tous les 4 ans, etc. Et l'idée, c'est bien celle-là. C'est bien que si les agents restaient les mêmes dans les banques, à ce moment-là, une sorte de coopération entre le client et l'agence pourrait se naître selon un principe du même type que le dilemme des prisonniers, enfin que j'ai expliqué ici, et ça se ferait aux dépens de la banque. Dans le cas des tranchées de la guerre 14, c'est ce qui s'est produit. Si les soldats restaient en face des mêmes soldats tout le temps, les soldats français en face de la même tranchée contenant les mêmes soldats allemands, au bout d'un certain temps, il y avait des trêves implicites au moment des repas ou des choses comme ça qui s'instauraient, qui étaient une sorte de naissance de la coopération spontanée. Et les généraux, conscients de ça, ils faisaient changer les soldats d'une tranchée à l'autre, de manière à ce qu'ils ne soient pas confrontés aux mêmes soldats en face. Donc, ces idées très simples, mais après, il y en a d'autres, elles ont un impact direct dans la gestion qu'on peut avoir des personnels ou des entités économiques ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est quand même assez concret. Aussi simplifié, et bien sûr que le modèle est simplifié, aussi simplifié que soit le modèle, malgré tout, il nous apprend des choses. Et dernière chose que je vais dire à propos de votre question, c'est que quand on considère des variantes, donc on veut rendre les choses plus réelles, donc on veut qu'il y ait des informations, qu'il y ait des sortes de contrats, etc. Donc il y a toutes sortes de modèles. Malheureusement, quand on veut rendre les choses plus réelles, on multiplie les paramètres, et du coup les phénomènes qu'on voit apparaître dans les simulations, on a du mal à analyser leur nature. Est-ce que ça vient du fait qu'on a ajusté les paramètres de telle façon, etc. Donc l'étude du dilemme pur tel que je l'ai présenté a un intérêt. Parce que d'abord, on ne comprend pas aujourd'hui parfaitement bien tout ce qui s'y passe. C'est ça qui est quand même étonnant. Aussi simple soit-il, on n'arrive pas à comprendre bien tout ce qui se passe. Mais surtout, les variantes sont tellement innombrables, les paramètres qu'on peut introduire pour modéliser plus précisément les vraies interactions sociales ou les vraies interactions économiques sont tellement nombreux que finalement, quand on obtient un modèle qui reproduit un certain phénomène réel, on ne sait plus trop si c'est vraiment dans la nature des choses ou si c'est parce qu'on a fixé les paramètres de telle façon. Voilà. Donc il y a une difficulté aussi à juger et à évaluer la pertinence des modèles plus complexes. Donc c'est pour ça qu'étudier les modèles simples est intéressant. J'ai une petite question, c'était, si j'ai bien compris, d'une génération sur l'autre, en fait celui qui a gagné 2 fois plus est 2 fois plus nombreux le coup d'après. Oui. Est-ce que finalement, si on a plutôt peut-être quelque chose qui se rapproche plus de la vie économique, par exemple autour de nous, ou un coefficient amplificateur, celui qui aura gagné beaucoup va peut-être encore plus que 2 fois ou 4 fois la génération suivante, est-ce que ça ne va pas aller dans le sens de favoriser des stratégies plus agressives, finalement, où entre beaucoup qui gagnent peu et quelques-uns qui gagnent beaucoup, il n'y a pas un effet finalement, on va éliminer les petits, qui va démultiplier la population de ceux qui vont être générés par ceux qui ont gagné beaucoup, et donc finalement aller dans le sens de favoriser, enfin des stratégies plus agressives au détriment de celles coopératives. En gros, finalement, est-ce que la logique de dire si j'ai gagné 2 fois plus, je serai 2 fois plus nombreux au coup d'après, et pas quelque part une hypothèse forte vis-à-vis des conclusions que vous tirez? Tout à fait, mais on peut proposer l'idée inverse de celle que vous avez proposée. Dans la nature, quand la génération N apparaît, la génération N-1 n'a pas disparu. Or, dans le modèle que j'ai fait, j'ai été un peu sévère, enfin dans le modèle qu'on a considéré, quand la génération N apparaît, la génération N-1 n'existe plus. Alors qu'aujourd'hui, parmi les humains, on connaît ses enfants, ses petits-enfants, voire ses arrière-petits-enfants. Bon, et donc, on peut faire évoluer le modèle dans un sens opposé à celui que vous venez d'évoquer. Et c'est bien le problème que j'évoquais à l'instant, c'est que voilà, quand on commence à considérer des variantes, on va créer une multitude de situations qui vont soit favoriser effectivement l'agressivité ou la défavoriser, soit favoriser tel type de situation. Et du coup, on risque d'être vraiment perdu. Il y a une autre façon de favoriser l'agressivité, c'est de faire que celui qui gagne en trahissant l'autre ne gagne plus non pas 5 points contre 0, là, mais par exemple on gagne 10. Donc ça va favoriser aussi l'agressivité. Voilà. Donc c'est le problème des paramètres dans les modèles.
Et dans les modèles sociaux, ce problème, il est plus grave que dans les modèles biophysiques, évidemment, puisqu'on a des bonnes raisons, quand on modélise une galaxie, de la faire de telle façon et pas autrement. Dans les modèles sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, se fixer comme premier objectif de comprendre bien les modèles les plus simples possibles, c'est déjà intéressant. Mais évidemment, je ne dis pas que c'est suffisant. Si vous changez le 5 en 7, il n'y a quasiment rien qui change dans les résultats que j'ai évoqués. Et donc les résultats que j'ai évoqués, évidemment, il faut tester leur stabilité quand on modifie les paramètres, je l'ai évoqué. On le fait tout le temps et les choses qu'on obtient sont des variations souvent infimes sur les comportements. Maintenant, si on veut vraiment s'attaquer à la modélisation d'une situation économique particulière, là, il y a un travail à faire, mais il faut aller beaucoup plus profond, puisque sinon, le seul fait d'introduire un paramètre un peu plus subtil ou une possibilité, par exemple, une sorte de négociation qui serait possible entre les entités, si on n'introduit qu'un seul élément en plus, on a à nouveau un modèle qui est trop simplifié, et qui ne va pas forcément bien reproduire ou avec justification les modèles, les choses qu'on va voir. Donc, j'ai envie de dire, il y a deux façons d'aborder ces problèmes. Soit d'aller vers les modèles les plus purs possibles, donc c'est l'option que j'ai adoptée ici, en testant bien que les paramètres qu'on est obligé de fixer quand même ne sont pas trop importants dans les résultats qu'on obtient, ne modifient pas trop les résultats qu'on obtient, ou alors faire des modèles, mais qui soient à ce moment-là beaucoup plus proches en de nombreux points de la réalité qu'on veut modéliser. Alors j'ai une question reçue par Internet. Donc, a-t-on étudié des ensembles d'agents bayésiens qui font des hypothèses sur les stratégies et s'adaptent? Alors, il y a eu des expériences, en particulier par Axelrod, qui a utilisé des algorithmes génétiques. Alors, ce n'est pas exactement des agents bayésiens, mais enfin, il y a toutes sortes d'expériences qui ont été faites justement pour essayer de concevoir d'autres stratégies au dilemme itéré des prisonniers. Alors, les résultats sont assez mitigés, et en particulier, concernant les algorithmes génétiques, avec Philippe Mathieu, on a été un petit peu déçus parce qu'on a essayé de refaire certaines expériences où on prétendait que donnant émergeait, apparaissait spontanément, et on n'arrive pas bien à les refaire. Et notre expérience à nous, c'est que ces méthodes-là, dans le cas particulier de la recherche de stratégies donc efficaces au dilemme des prisonniers, ne donnent pas des choses très sensibles. Donc, mais maintenant, rien n'est exclu. Après, je parlais des stratégies qui sont définies par des sortes d'automates, ça marche bien. Mais les automates, c'est pas n'importe quoi, c'est des automates qui ont été soigneusement conçus. Il se peut tout à fait que quelqu'un nous présente un jour une stratégie qui soit basée sur des réseaux bayésiens ou autre chose, d'un peu sophistiqué, et que cette stratégie soit très bonne. Ça ne s'est pas produit, et c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est ça la réponse. Oui, vous avez été très convaincant donc dans vos séries de jeux avec des séries longues en fait, puisque vos conclusions sont surtout applicables aux séries longues. Mais en même temps, vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas de négociation. Or, c'est un peu contradictoire, oui, parce que plus une série est longue, plus les partenaires vont avoir tendance à négocier. Donc, est-ce que vous diriez que la négociation, c'est surtout un accélérateur de convergence par rapport à ce que vous avez présenté? Les gens anticipent donc, aboutissent plus facilement à la situation, plus rapidement à la situation d'équilibre, ou est-ce que ça peut introduire surtout sur les stratégies un peu négatives, des changements de jeu? La négociation est certainement un accélérateur de convergence. Et puis, pour éviter qu'il existe des stratégies trop agressives qui ne vont pas réussir à mener des négociations convenables avec les autres stratégies. Donc, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Malheureusement, c'est toujours un peu la même chose dans cette histoire-là. C'est que la façon de modéliser la négociation n'est pas si simple que ça. Et il y a plusieurs façons de la modéliser, et du coup on rentre dans des modèles qui sont un petit peu compliqués, dont on peut discuter la nature, etc. Mais il n'y a pas de doute que la négociation va en général accélérer la convergence vers une coopération généralisée. Bien, merci. Il est temps de passer à la synthèse, et merci encore, M. Delahaye. Bonjour à tous.
Merci chaleureux à Jean-Paul Delahaye pour son intervention aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence en dépit de l'actualité spatiale très chargée de ce week-end. Je commence par vous dire un grand bravo, c'est impossible de commencer autrement, pour toute votre coopération avec la stratégie certainement la meilleure, pour avoir réussi à accompagner l'expédition 50 jusqu'à l'ISS. C'était un grand bonheur de voir en direct, c'était filmé à partir d'ici, en plus retransmis à partir d'ici, cet équipage s'amarrait sur la station Mir. Bien, revenons à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Jean-Paul prend le prétexte des jeux coopératifs pour comprendre les interactions sociales et nous expose son point de vue sur la stratégie pour la coopération. Alors, j'ai relevé une phrase, que vous avez certainement relevée aussi, qui m'a beaucoup amusée, qui nous dit « Faire des bons scores n'est pas battre tout le monde, mais choisir la meilleure stratégie ». En général, on a plutôt tendance à dire que pour faire des bons scores, il faut battre tout le monde, c'est ce qui émane spontanément. Alors, comment dans ce contexte réussir une nouvelle collaboration? C'est le défi qui nous a été lancé aujourd'hui. La théorie des jeux, qui permet l'étude des jeux coopératifs, produit des résultats précis et vous l'avez noté, souvent des résultats très étonnants. Le dilemme des prisonniers a été évoqué tout au long de ce débat et c'est un modèle simple qui conduit à des résultats théoriques inattendus. Et parfois même, ces résultats sont considérés comme paradoxaux. Généralement, les outils de simulation informatique mènent à l'identification et à la sélection des stratégies efficaces de collaboration, dont le fameux donnant-donnant. Alors je vais faire un petit stop sur le donnant-donnant, parce qu'il a attiré aussi mon attention et sans doute aussi la vôtre. En fait, le paradoxe du donnant-donnant, qui, lorsqu'elle va rencontrer cette stratégie donnant-donnant, une autre stratégie, elle ne va jamais faire mieux que son adversaire. Mais, dans le même temps, on constate que, contre l'action de l'ensemble des stratégies, eh bien, cette stratégie donnant-donnant gagne. Ce qui s'explique, nous dit Jean-Paul, par le fait que les autres stratégies se font du mal entre elles et s'affaiblissent ainsi. Je vous laisse cogiter. On pourrait juste à partir de là débattre des heures et des heures sur comment gérer le travail en équipe, notamment. Je reviens à cette synthèse, si je veux qu'elle soit courte. On tire des études des leçons pratiques, c'est-à-dire des conseils pour bien interagir face à un partenaire inconnu, avec lequel on doit choisir s'il faut lui faire confiance ou, au contraire, agir avec prudence et méfiance. Dans certaines situations, le meilleur comportement pour réussir une interaction, oblige à prendre un risque. Ça, vous avez déjà dû vous en apercevoir. Celui de coopérer sans savoir si le partenaire n'en profitera pas pour vous exploiter, c'est un vrai risque. Dans ces situations que l'on appelle les dilemmes sociaux, il y a divergence entre l'intérêt immédiat individuel et l'intérêt collectif à plus long terme. Quoi que fasse le partenaire, nous avons intérêt, nous dit Jean-Paul, à adopter une stratégie, un comportement qui, au final, amène à une mauvaise situation collective. Ces dilemmes ont été étudiés en psychologie, et notamment dans le cadre de l'écologie ou des décisions politiques en général. J'ai réintégré ce petit morceau parce que c'est un internaute qui nous a fait part de ce point-là que j'ai trouvé intéressant. Ces situations correspondent à des problèmes logiques qui ont également été étudiés mathématiquement. Le modèle du dilemme du prisonnier est un exemple de nature mathématique. Quand la situation est itérée, donc itérée, vous avez compris ce que c'était renouvelé, il faut penser non plus en termes de comportement, mais de stratégie, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le passé des interactions. Jean-Paul a insisté là-dessus, prendre le passé des interactions. La situation devient complexe car il y a une infinité de stratégies possibles. Alors, les expériences numériques de simulation menées montrent de manière indubitable plusieurs points que je vais vous énumérer ici. Que l'agressivité, elle n'est pas payante. Dixit Jean-Paul. Que le début d'une rencontre est essentiel et qu'il est efficace d'être coopératif, quitte à prendre un risque dans la première phase d'une relation. Et enfin, qu'être réactif, c'est-à-dire ne pas se laisser faire, est aussi très important. Enfin, d'autres conclusions peuvent également être tirées d'expériences de modélisation numérique et certaines sont étonnantes. Particulièrement, le phénomène observé quasiment systématiquement, avec quelques rares exceptions cependant, qu'il y a convergence naturelle, sans autorité supérieure de contrôle, vers un état de coopération généralisée.
Ces résultats, et je vais en finir avec ça, même s'ils sont purement mathématiques, et je rejoins le commentaire de monsieur tout à l'heure sur est-ce que ça marche dans la vraie vie, donnent à réfléchir sur la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. C'est tout pour tout de suite. Je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous demain, ici, à Toulouse, et nous allons accueillir demain, à 9h, ce sera un petit peu plus tard, pour cette 4e matinale, Jean-Christophe Bailly, qui est le président d'une société qui s'appelle Nova Quark, et il va nous immerger dans notre monde. Peut-on recréer une civilisation virtuelle? Ce sera la question que nous nous poserons demain. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente journée à tous, basée sur le signe de la coopération. Alors je vous laisse décider celle que vous qualifierez comme étant la meilleure, la coopération la plus gagnante, donnante, je ne sais pas, vous choisirez. Merci et bravo pour votre participation. À demain.